Elle fut accusée de s'entourer de flatteurs et de courtisans serviles, ainsi que d'avoir supprimé son propre nouveau-né pour ensuite imputer ce crime à sa principale rivale et l'écarter de la scène de la cour. On disait qu'elle avait un cœur de serpent et une âme de loup, et qu'elle était prête à ôter la vie même à ses plus proches parents pour conserver le pouvoir. Elle entra dans le harem de l'un des plus grands empereurs de l'histoire de la Chine à l'âge de 14 ans. D'une manière ou d'une autre, elle parvint à s'élever d'une concubine de rang moyen au statut de seule souveraine régnante de toute l'histoire de l'Empire du Milieu. Mieux encore, elle conserva les rênes du gouvernement pendant de longues années. C'est de tout cela, de cette femme fascinante et contradictoire, que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez sans doute que pendant de nombreux siècles en Chine, ainsi qu'en Inde et dans d'autres régions du monde, on accueillait les filles avec moins d'enthousiasme que les garçons, si bien que leurs prénoms suscitaient généralement peu d'intérêt. Cependant, nous n'en avons pas fini avec les noms. Bien avant que Wu Zetian ne devienne une personnalité en vue à la cour, l'empereur Taizong, connu en translittération russe sous le nom de Li Shimin, lui donna le surnom de Mei, où Wu est le nom du clan auquel appartenait Wu Zetian, et Mei un adjectif signifiant belle, enchanteresse, séduisante. Tout au long de sa vie, Wu Zetian porta un très grand nombre de titres et de dignités. Inutile de tous les énumérer, cela prendrait trop de temps et n'intéresserait probablement pas tout le monde. Ne vous étonnez donc pas si, dans un article ou un récit, vous rencontrez Wu Zetian sous un tout autre nom. Bon, assez de préambule, passons à la biographie de notre héroïne. Nous ne connaissons pas sa date de naissance exacte, mais les historiens s'accordent à dire qu'il s'agit très probablement de l'an 624 de notre ère, autrement dit le 7e siècle. Cette année-là, les habitants de la Chine de la dynastie Tang furent témoins d'une éclipse solaire totale. Si l'on veut pousser un peu l'ésotérisme, ou en d'autres termes laisser courir l'imagination, on pourrait inventer l'idée que Wu Zetian était destiné à éclipser le soleil lui-même. Wu Zetian était issu d'une famille assez noble et aisée, contrairement à l'opinion répandue selon laquelle les harems impériaux ne recrutaient que des filles pauvres qui ne pouvaient gagner leur vie autrement qu'en servant l'empereur. De telles jeunes femmes existaient certes, mais il s'agissait le plus souvent de jeunes dames de naissance noble. En effet, lors du choix d'une fille pour le harem, on accordait une grande importance à sa lignée. Toute cette sélection pour la cour impériale ressemblait davantage à une exposition de chats ou de chiens. On évaluait la généalogie de la concubine potentielle, sa santé, son apparence, qu'il faudrait sans doute placer en tête de liste, son érudition, son instruction, son potentiel de fécondité, qu'il faudrait probablement mentionner lui aussi au début, ainsi que ses talents artistiques, sa capacité par exemple à bien peindre, chanter ou jouer des instruments traditionnels chinois. Et même si vous répondiez à tous ces critères, cela ne garantissait pas l'entrée au harem, car le dernier mot revenait toujours à l'empereur. La mère de l'empereur jouait également un rôle non négligeable dans le choix des concubines. En résumé, des filles issues de familles pauvres et modestes se retrouvaient bien dans les harems, mais elles avaient moins de droits. Si elles donnaient un enfant à l'empereur, celui-ci était considéré comme illégitime. L'attention principale allait toutefois aux jeunes filles de familles nobles. Fait intéressant, les harems furent abolis juridiquement en Chine seulement en 1949, lorsque le Parti communiste chinois arriva au pouvoir. Mais revenons à notre héroïne. Wu Zetian venait d'une famille assez noble et aisée. Sa mère appartenait à la lignée Yan, qui était une branche d'une autre dynastie, appelée Sui. La dynastie Sui régna sur la Chine pendant une période relativement brève. Quant au père de Wu Zetian, les informations divergent. Selon certaines sources, il travaillait, pour parler en termes modernes, dans le commerce du bois, abattant des arbres, pour le dire très simplement. D'autres affirment qu'il occupait un certain poste à la cour. Il est probable que les parents de Wu Zetian nourrissaient en secret l'espoir de la faire entrer au harem impérial, et de le faire de telle sorte qu'elle finisse par gagner le cœur de l'empereur, car son père et sa mère consacrèrent énormément d'attention et de moyens à son éducation, ce qui dans la Chine du VIe siècle était rare. On accordait peu d'attention à l'instruction des filles, car en Chine à cette époque, une fille était plutôt considérée comme un fardeau, et investir beaucoup d'efforts, de temps, d'attention et d'argent dans son éducation passait pour peu judicieux, peu rentable, puisqu'on la marierait de toute façon et qu'on ne la reverrait peut-être jamais. Et cela dura pendant de nombreux siècles, bien après le VIe siècle, naturellement.
Même au XXe siècle, malgré la célèbre formule de Mao Zedong selon laquelle les femmes portent la moitié du ciel, on continuait à traiter les filles avec bien plus de négligence que les garçons, y compris après l'arrivée au pouvoir du Parti communiste. La situation de Wu Zetian était un peu différente, car ses parents voulaient que leur fille soit cultivée et érudite, et ils firent tout pour qu'elle reçoive une bonne éducation. Tout cela fit que Wu Zetian maîtrisait non seulement ses talents féminins agréables comme le chant, la peinture, etc., mais, si l'on en croit les sources, elle était aussi très au fait de la politique et de l'organisation de l'État. De toute évidence, les efforts de ses parents ne furent pas vains, car, à 14 ans, Wu Zetian entra dans le harem de l'empereur Taizong de la dynastie Tang, également connu sous le nom de Li Shimin, considéré comme l'un des plus grands empereurs de l'histoire de la Chine. Pour nous aujourd'hui, envoyer sa propre fille dans le harem de l'empereur et se réjouir qu'elle ait passé la sélection paraît absolument effrayant. Mais dans la Chine du VIe siècle, c'était considéré comme très honorable. Bref, Wu Zetian entra dans le harem de l'empereur Taizong et devint une sorte de secrétaire personnel. Cela lui permit d'une part de poursuivre son éducation et d'autre part d'accéder aux coulisses de la maison impériale. En somme, elle était une concubine secrétaire. En clair, elle avait décroché le gros lot. Voilà la dure vérité. Un lien avec un homme puissant et autoritaire comme l'empereur, au sommet de toute la pyramide du pouvoir, promettait une ascension non seulement pour elle-même, mais aussi pour les membres de sa famille. Pour des parents, donner leur fille au harem dans l'espoir qu'elle conquiert un jour le cœur de l'empereur était un investissement puissant dans leur avenir heureux. Selon certaines sources, Wu Zetian entra au harem grâce à son père, qui lui aurait réservé une place. Selon une autre version, elle passa la sélection complète en concurrence avec toutes les autres candidates. Quoi qu'il en soit, elle reçut assez vite le surnom de Mei, signifiant la belle-fille du clan Wu, ainsi que le titre ou rang de concubine qui, en chinois, se prononce Kaizen. C'était un titre officiel dans le système du harem impérial chinois. Il se situait à peu près au milieu, peut-être plus près du bas. Le mot Kaizen signifie au sens littéral « personne talentueuse », autrement dit, une jeune femme dotée de certains dons artistiques. Les titres dans le harem impérial de Chine étaient extrêmement nombreux. Si vous êtes passionné d'histoire de la Chine, sinologue, ou si vous avez écouté mon podcast sur l'histoire de la beauté en Chine et son évolution dans l'Empire du Milieu, vous connaissez sans doute l'un d'eux, Guy Fei. Ce titre vous sera familier grâce à la légende, que j'ai d'ailleurs mentionnée dans le podcast, de Yang Guifei, l'une des 4 grandes beautés de Chine. Le titre de Guifei, pour le dire très simplement, était décerné à la concubine en tête, la plus favorisée, la plus honorée. Bien sûr, une très jeune Wu Zetian de 14 ans ne pouvait pas rêver d'un tel rang. Impossible d'entrer au harem et de devenir aussitôt Guifei. Le rang de Kaizen, toutefois, était loin d'être négligeable dans le harem. Et le surnom Mei indiquait qu'elle n'était pas seulement talentueuse, mais aussi très belle. Malheureusement, nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait Wu Zetian, non seulement lorsqu'elle se trouvait dans le harem de l'empereur, mais même au sommet de sa gloire à la cour. Les historiens chinois discutent encore de l'authenticité de ses portraits. Sans connaître précisément ses traits, nous pouvons nous appuyer sur les canons de beauté en Chine sous la dynastie Tang. Beaucoup ont noté qu'à sa jeunesse, Wu Zetian était très belle, ce qui laisse supposer qu'elle correspondait à ces canons. Qu'appréciait-on donc chez les jeunes femmes dans la Chine du 7e siècle, à l'époque de la dynastie Tang? Comme dans la Chine d'aujourd'hui, on prisait une peau pâle, lisse et de porcelaine, des yeux en amande, de longs cheveux noirs, épais et en bonne santé, ainsi qu'un visage rond. À la différence de la Chine contemporaine, toutefois, on louait une silhouette modérément ronde, voire franchement voluptueuse. Ainsi, la Yang Guifei mentionnée plus haut, l'une des 4 grandes beautés de Chine, immortalisée non seulement par l'histoire mais par de nombreuses légendes, était loin d'être mince. Elle vécut au 7e siècle et avait des formes pleines et séduisantes. Nous avons des raisons de penser que lorsque Wu Zetian se trouvait au premier plan de la vie de cour, elle non plus n'était pas maigre. En tout cas, guère aussi mince que l'actrice Fan Bingbing qui l'incarna dans la série The Empress of China de 2014. Aujourd'hui, en RPC, le culte de la minceur dure depuis très longtemps, bien plus d'1 siècle. Mais au 7e siècle, les exigences envers la silhouette féminine étaient différentes. Revenons à la vie et au portrait de Wu Zetian. À qui n'est pas familier des vicissitudes de la vie de cour, il peut sembler qu'une fois entrée au harem et ayant conquis le cœur de l'empereur Taizong, elle marcha à grands pas vers l'élévation et devint impératrice. Ce n'est évidemment pas ainsi que les choses se passèrent.
Tout milieu impérial est, pour parler crûment, un nid de vipères. Un univers hautement concurrentiel, parfois mortellement. Et l'on y prospère souvent en étant fort peu scrupuleux, ayant depuis longtemps fait ses adieux à sa conscience. Comme Wu Zetian occupait au départ une position peu visible dans le harem et que l'empereur Taizong ne tomba pas amoureux d'elle au premier regard, ne se prosterna pas à ses pieds de lotus pour lui offrir toutes les richesses de la Chine, certains historiens sont convaincus qu'elle eut malgré tout des relations intimes avec l'empereur. L'empereur avait alors 40 ans, elle en avait 14. D'aucuns disent que non, elle n'eut aucune relation de ce type, elle était trop jeune. D'autres affirment que Wu Zetian eut une liaison, pour ainsi dire, à la fois avec l'empereur Taizong et avec son fils, Li Ji. Cette idée selon laquelle Wu Zetian fut à la fois la concubine du père et du fils est assez répandue chez les historiens modernes. Et chose étonnante, c'est ce fils, Li Ji, qui devint empereur de Chine après la mort de Taizong en 649. Taizong, soit dit en passant, avait 14 fils. Wu Zetian avait 25 ans au moment de sa mort. Beaucoup penseront sans doute, évidemment, elle a ensorcelé le fils, l'empereur est mort et son fils a fait de Wu Zetian une impératrice. Mais, là encore, ce n'est pas ainsi que cela se passa. Après la mort de l'empereur, conformément à la tradition, Wu Zetian fut envoyée dans un couvent bouddhiste où elle était censée passer le reste de ses jours. Si elle avait déjà eu un enfant du défunt empereur, elle serait restée à la cour. Mais n'ayant pas eu d'enfant de lui, elle fut expédiée au monastère. Celui-ci s'appelait Ganying, ce qui signifie perception ou résonance karmique. Et, bien qu'elle eût en principe à y finir ses jours, elle en sortit, pour une raison ou pour une autre, très vite. Certains historiens affirment qu'elle n'y passa qu'une semaine, comme si elle était partie en villégiature. D'autres disent qu'elle n'avait en réalité jamais quitté la résidence de la cour et que tout ce discours de monastère n'était qu'une formalité. Quoi qu'il en soit, comment se fit-il qu'à rebours de la tradition, Wu Zetian ne resta pas au couvent? L'une des versions veut que, lors des funérailles de l'empereur Taizong, Wu Zetian tomba de nouveau sous le regard de son fils, Li Ji, qui, une fois monté sur le trône, prit le nom de Gaozong. Je dis de nouveau, car la plupart des historiens s'accordent à penser qu'avant la mort de Taizong, Wu Zetian avait déjà des relations étroites avec son fils. À la manière d'un drame historique romantique, on pourrait imaginer l'empereur Gaozong ravivant sa passion pour la concubine de son père et décidant de la ramener à la cour. Mais en réalité, les choses ne se passèrent pas exactement ainsi. Selon cette version, c'est l'épouse même de Gaozong, l'impératrice Wang, qui l'aurait incité à rappeler Wu Zetian. Pourquoi donc ramener cette concubine à la cour de son mari? Parce que l'impératrice Wang était alors en rivalité avec la principale concubine de Gaozong, Xiao Shufei. Cette dernière, dit-on, et sans doute à juste titre, luttait farouchement pour attirer l'attention de l'empereur. J'expliquerai plus tard pourquoi je juge cette version plausible. L'impératrice Wang n'aimait pas l'influence de Xiao Shufei et aurait décidé de détourner l'empereur d'elle en s'aidant de Wu Zetian. Elle voulut ramener cette beauté à la cour pour que l'empereur se détournât de Xiao Shufei et se concentre sur Wu Zetian. Pourquoi l'impératrice Wang pensa-t-elle que cela fonctionnerait? Parce qu'elle était malheureusement sans enfant. Elle ne pouvait pas, ou plutôt ne put jamais, donner d'héritier à l'empereur, sa fonction première. Xiao Shufei, en revanche, le put. Elle donna à l'empereur Gaozong 3 enfants, 2 filles et un garçon. Évidemment, sa position à la cour s'en trouva fortement renforcée. Faute d'enfant légitime de son épouse, le très jeune empereur Gaozong, successeur de son illustre père, commença à envisager de rehausser le rang de Xiao Shufei, qui lui avait donné 3 enfants, de les légitimer et par conséquent de reléguer l'impératrice Wang au second plan. Celle-ci, déjà profondément meurtrie de ne pouvoir enfanter, s'en trouva fort contrariée. Elle décida de se débarrasser, disons, de sa rivale à la cour, en recentrant l'attention de l'empereur sur la jeune beauté Wu Zetian, la faisant revenir du couvent à la cour. Si l'on s'en tient à ce récit, le plan paraît pour le moins étrange. Rappelez l'une des concubines les plus belles du harem pour que votre mari entame une relation avec elle et oublie l'autre, belle et féconde. Peut-être l'impératrice Wang se croyait-elle plus aguerrie aux intrigues de cour. L'empereur se divertirait avec Wu Zetian, oublierait Xiao Shufei, puis l'impératrice se débarrasserait de Wu Zetian par d'autres moyens. Mais ce plan, supposément génial et fiable comme une horloge suisse, ne se réalisa pas.
Wu Zetian, comme vous vous en doutez, gagna si profondément le cœur de l'empereur qu'il oublia à la fois son épouse et Xiao Shufei, les deux femmes qui se disputaient son attention. Il nous faut toutefois garder à l'esprit que tout cet écheveau, l'histoire du retour de Wu Zetian du temple bouddhiste au palais impérial, n'est en réalité qu'une des versions de sa vie. Une autre, plus opérante et même plus répandue, veut que l'empereur Gaozong soit devenu empereur en grande partie grâce à Wu Zetian. Nous devons nous y arrêter car sans Gaozong, connu pour sa malléabilité que certains historiens jugent faible de volonté et en outre souffreteux, Wu Zetian ne serait peut-être jamais devenue impératrice, première et unique souveraine de l'histoire de la Chine. Du vivant de Taizong, l'empereur qui avait pris Wu Zetian dans son harem, celui-ci doutait des capacités de son fils à gouverner l'immense empire. Taizong avait 14 fils et Gaozong était loin d'être l'aîné. Ses frères aînés, Li Chengqian et Li Ji, avaient comploté contre leur père, mus par la soif du pouvoir, et Taizong perdit toute confiance en eux. Face à ses frères ambitieux, Gaozong, alors encore Li Ji, paraissait plus raisonnable et inspirait davantage confiance à son père. Certains historiens estiment que l'ascension de ce prince doux, comme le décrivent des historiens chinois, s'opéra grâce à deux femmes, son épouse, l'impératrice Wang, et Wu Zetian. C'est pourquoi plusieurs chercheurs pensent que Wu Zetian eut des relations intimes avec les deux empereurs, Taizong et son fils Gaozong. Ayant accès à l'un et à l'autre, elle favorisa la promotion de Gaozong, consciente qu'à travers lui, elle pourrait atteindre une haute position à la cour et peut-être devenir impératrice. Ambitieuse et déterminée, Wu Zetian comprit qu'elle pouvait influer à la fois sur le vieillissant Taizong et sur le malléable Gaozong, et elle ne laissa pas passer l'occasion. On considère qu'à cette fin, elle gagna d'abord la confiance de l'impératrice Wang, qui ne pouvait enfanter et subissait la pression des courtisans, surtout de la part de Xiao Shufei, laquelle avait donné des enfants à l'empereur. Dotée d'un esprit analytique et d'une grande perspicacité, Wu Zetian identifia rapidement les points faibles de tous les protagonistes de la lutte de cour, la stérilité de l'impératrice Wang et la malléabilité, la faiblesse de caractère et la santé fragile de Gaozong. La théorie dominante veut que, du vivant de Taizong, Wu Zetian ait soutenu l'impératrice Wang, l'ait consolée et soit devenue son amie proche tout en aidant à faire avancer la candidature de Gaozong au trône. Une fois Gaozong devenu empereur, Wu Zetian élimina rapidement ses principales rivales, l'impératrice Wang et la concubine Xiao Shufei. Écarter Xiao Shufei fut relativement simple, l'impératrice Wang posa davantage de problèmes. Une version avance que les relations étroites de Wu Zetian avec le personnel de palais l'aidèrent. On rapporte que l'impératrice Wang traitait ses alliés avec dédain et opportunisme, tandis que Wu Zetian les respectait et les récompensait généreusement, gagnant à sa cause non seulement des courtisans influents, mais aussi de simples serviteurs. Cette stratégie permit à Wu Zetian de nouer des liens avec les puissants, tout en tirant profit de la force des liens faibles, concept que Charles Duhigg a décrit. Bien que ce concept fût inconnu au 7e siècle, Wu Zetian, à la différence de l'impératrice Wang, comprenait l'importance des relations non seulement avec les grands, mais aussi avec les courtisans de rang moyen ou inférieur, ainsi qu'avec les serviteurs. Lorsque l'impératrice Wang et Xiao Shufei se rendirent compte que la lutte contre elles était engagée, elles unirent leurs forces pour tenter d'éliminer Wu Zetian, en vain. Une histoire raconte que peu après le début de cette inimitié, Wu Zetian mit au monde une fille qui mourut rapidement et elle accusa l'impératrice Wang de meurtre. Comme l'impératrice Wang n'avait pas d'alibi, on l'accusa d'avoir tué le nourrisson par jalousie. Cette histoire est terrible non seulement à cause de la mort de l'enfant, mais aussi parce que certaines sources prétendent que Wu Zetian aurait elle-même supprimé son bébé pour renverser sa principale rivale. Il est possible que l'enfant soit mort naturellement en raison d'une mauvaise aération et du chauffage au charbon des appartements impériaux, ce qui aurait pu provoquer un syndrome de mort subite du nourrisson ou une intoxication par la fumée. Quoi qu'il en soit, si l'impératrice Wang avait entretenu des rapports plus confiants avec les serviteurs, elle aurait peut-être évité une telle tâche sur sa réputation. Quant à l'affirmation selon laquelle Wu Zetian aurait tué son propre enfant, cette légende n'apparut que des siècles plus tard et pourrait bien avoir été forgée pour salir son nom. Néanmoins, le premier coup porté à l'impératrice Wang l'avait été. Wu Zetian continua d'accuser l'impératrice et sa mère de sorcellerie, rappelant sans cesse à l'empereur la stérilité de son épouse.
Les événements s'enchaînaient rapidement. Wu Zetian déposa l'impératrice Wang, forma une coalition de fonctionnaires loyaux, devint impératrice elle-même et ordonna l'arrestation de l'ancienne impératrice et de Xiao Shufei. D'après certains récits, on infligea à toutes deux 100 coups de bâton, on leur coupa les mains et les pieds, puis on plaça leur corps dans des cuves de vin. Selon une légende, Xiao Shufei, dans sa fureur, prophétisa qu'elle renaîtrait en chat pour étrangler Wu Zetian, après quoi cette dernière interdit de garder des chats au palais. Après l'exécution de cet ordre cruel, Wu Zetian aurait été hanté par les cauchemars des âmes de ses rivales et demanda à son époux de déménager dans une nouvelle résidence. Il est toutefois important de rappeler que ce récit n'a paru que bien des années après la mort de Wu Zetian et qu'il a pu être conçu pour la dénigrer, d'autant plus qu'elle était une femme au pouvoir. Noircir les souverains est une pratique courante et l'histoire en offre bien des exemples. Les historiens contemporains s'efforcent activement d'ôter à l'image de Wu Zetian les mythes et légendes. Ainsi, l'archéologue chinois Zhang Zhangling estime que la réputation de Wu Zetian a été injustement ternie. Les objets découverts indiquent que son règne marqua un essor de l'émancipation féminine. Des statuettes de femmes à cheval et vêtues en hommes témoignent de ce qu'elles pouvaient se déplacer librement, exercer des métiers masculins, chasser et voyager. Le professeur britannique Tony Eckfeld ajoute que le règne de Wu Zetian fut également celui d'un essor du commerce. L'analyse des bijoux féminins montre que les pierres et les métaux précieux provenaient de régions éloignées telles que l'Ouzbékistan, l'Inde, l'Iran et le Sri Lanka. L'abondance de ces parures atteste un commerce florissant, la richesse du pays ainsi que l'épanouissement des arts et de l'architecture. La résidence palatiale de Wu Zetian, le Damingong, était alors le plus grand complexe palatial du monde. La ville de Chang'an, capitale de la dynastie Tang, pouvait se targuer au 6e-8e siècle d'une population approchant le million d'habitants, bien davantage que Londres, Paris ou Florence à la même époque. Chang'an était la ville la plus peuplée du monde, le cœur de la route de la soie et une métropole cosmopolite, abritant environ 25 000 étrangers, surtout des marchands et des artisans. Wu Zetian accordait une grande attention au commerce, établissant des postes militaires pour protéger les marchands des brigands. Elle consacra aussi beaucoup d'efforts au soutien et à la diffusion du bouddhisme, comprenant que cela l'aiderait à rallier les fidèles et à rehausser son statut. Malgré l'image d'une souveraine cruelle, Wu Zetian se souciait du bien-être de son peuple. Sous son règne, le système de stockage du riz fut amélioré, permettant de le conserver jusqu'à 10 ans afin d'en disposer en cas de mauvaise récolte. Wu Zetian comprenait qu'il est plus facile de gouverner lorsque l'armée et les sujets sont rassasiés. En tant que femme issue d'une famille pas des plus haut placés, elle ne pouvait pas toujours compter sur la haute aristocratie, qui lui était hostile. Elle fit donc entrer des roturiers dans la bureaucratie et promulgua des lois accordant aux femmes davantage de liberté, notamment le droit à l'éducation, à la libre circulation, au divorce et au refus du mariage. Wu Zetian nomma la première femme au monde au poste de Premier ministre, sa secrétaire et conseillère Shangguan Wanner, qui fut malheureusement tuée lors d'un coup d'État peu après la mort de Wu Zetian. Le gouvernement de Wu Zetian se distingua par l'expansion du territoire chinois en Asie centrale et la conclusion de traités de coopération avec d'autres pays. Si un tel portrait flatteur peut jeter le doute sur sa cruauté, on ne peut nier qu'à cette époque, il était extraordinairement difficile pour une femme de se maintenir au pouvoir, a fortiori pendant plus de 50 ans, de 650 à 705. Cette période inclut le temps où elle régna aux côtés de son mari, puis à la place d'un fils, puis d'un autre, et enfin comme souveraine à part entière. En parlant des fils de Wu Zetian, il convient de noter qu'au début elle gouverna effectivement le pays en se substituant à un de ses fils, Zhongzong, puis à un autre, Ruizong. Elle contraignit ensuite ce dernier à abdiquer afin de concentrer entièrement le pouvoir entre ses mains et de jouir du confort qu'elle estimait mériter. Tout au long de cette période, Wu Zetian élimina sans pitié, méthodiquement, tous ceux qui pouvaient devenir ses rivaux, y compris l'épouse de son fils Zhongzong, l'impératrice Wei. Cette femme se révéla très semblable à Wu Zetian elle-même, tout aussi ambitieuse, déterminée, froide et autoritaire. Elle ne se contentait pas de tenir son mari Zhongzong sous son influence, elle gouvernait pour ainsi dire à travers lui.
Sans surprise, deux personnalités si fortes, Wu Zetian et sa belle-fille, l'impératrice Wei, entrèrent rapidement en conflit dans une lutte pour le pouvoir. L'impératrice Wei fut bannie du palais. Elle parvint cependant à revenir et son mari Jiangzong remonta sur le trône, étant parvenu, avec l'aide de proches, à renverser sa propre mère. Nous en parlerons plus en détail. Son épouse, l'impératrice Wei, se mit alors à gouverner l'empire, à l'instar de sa belle-mère Wu Zetian, jadis à la place de son époux, l'empereur Gaozong. Paradoxalement, c'est précisément la volonté obsessionnelle de Wu Zetian de conserver tout le pouvoir et l'absence d'un successeur digne de ce nom qui entraînèrent sa chute. À l'âge de 81 ans, un âge très respectable pour le 7e siècle, elle fut déposée par son propre fils, Zongzong. Y contribua également, à un certain moment de son règne, la faveur jugée imméritée par les courtisans qu'elle accorda aux frères Zhang. Grâce aux bonnes grâces de l'impératrice, ses frères passèrent littéralement de la misère au sommet du pouvoir. Certains disent qu'ils furent tous deux les amants de Wu Zetian, d'abord l'un, puis l'autre, le second surpassant, dit-on, le premier. Quoi qu'il en soit, l'ascension fulgurante de ses frères inconnus sur la scène de la cour éveilla les soupçons, puis la haine ouverte de l'aristocratie chinoise. Certains nobles décidèrent que la meilleure façon de se débarrasser des frères Zhang était d'évincer Wu Zetian elle-même. Si elle n'avait pas été si âgée, si sa santé ne l'avait pas trahie, elle aurait sans doute trouvé une issue et conservé le pouvoir. Mais passé 80 ans, il devient extrêmement difficile de participer aux intrigues de cour et de livrer des combats acharnés. Ainsi, en 705, Wu Zetian fut écartée du pouvoir. La même année, la dynastie Zhou, qu'elle avait fondée en 690, pariant sans doute sur sa longue vie, cessa d'exister. Elle n'avait duré que 15 ans, de 690 à 705. Elle fut de facto abolie lorsque le fils de Wu Zetian, Zongzong, représentant de la dynastie Tang, monta sur le trône. Ainsi, la courte dynastie Zhou fit place de nouveau aux Tang. Ironie du sort, affirment les historiens, le pays fut à nouveau gouverné de fait non par Zongzong, le nouvel empereur, mais par son épouse, l'impératrice Wei, tout comme Wu Zetian avait jadis gouverné à la place de l'empereur Gaozong. Mais l'impératrice Wei ne parvint pas à surpasser sa redoutable belle-mère. Elle et sa fille furent tuées 5 ans plus tard à peine lors d'un coup d'État sanglant organisé par l'un des petits-fils de Wu Zetian, Li Longji. Hélas, même après la mort de Wu Zetian, les troubles continuèrent d'ébranler le palais impérial. La seule impératrice régnante de l'histoire de la Chine ne trouva jamais de successeur digne d'elle. Peut-être, en raison de son caractère et des années de lutte harassante pour le pouvoir, Wu Zetian ne voulait-elle tout simplement pas, et ne pouvait-elle pas, le partager avec qui que ce soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, j'ai encore beaucoup d'histoires sur des femmes puissantes.